24e, du toutes choses sont indéterminées. 198. L'indétermination est un affect de la pensée par lequel nous ne rejetons ni ne posons aucun des objets de recherche dogmatique, c'est-à-dire aucune des choses obscures. Donc, quand le sceptique dit toutes choses sont indéterminées, le son est employé pour lui apparaissent par toutes choses, il veut dire non pas les choses qui existent, mais celles des choses obscures, objets de recherche des dogmatiques. Qu'il a parcouru, indéterminé veut dire qu'il ne l'emporte pas sur ce qui leur est opposé, ou qui est d'une manière générale en conflit avec elle en ce qui concerne la conviction ou l'absence de conviction. 199. Et de même que celui qui dit « je me promène » dit implicitement « c'est moi qui me promène », de même celui qui dit « toutes choses sont indéterminées » signifie en même temps, selon nous, relativement à moi ou à ce qu'il me paraît, de sorte que ce qu'on dit c'est ceci, tous ceux qu'on a considérés dogmatiquement parmi les objets de recherche m'apparaissent de telle sorte qu'aucun d'entre eux ne semble l'emporter sur celui qui est en conflit avec lui du point de vue de la conviction ou de l'absence de conviction. 25e. Toutes choses sont insaisissables. 200. Nous en usons de la même manière quand nous disons que toutes choses sont insaisissables, car nous donnons la même explication de toutes choses et de nous sous-entendons pour moi de sorte que ce que nous disons revient à ceci. Tous les objets de recherche obscure parcourus de façon dogmatique m'apparaissent insaisissables. Mais ce n'est pas assuré que ce qui est objet de recherche pour les dogmatiques est d'une nature telle qu'il est insaisissable, mais annoncer son propre affect en vertu duquel on dit « Je suppose que jusqu'à maintenant je n'ai saisi aucune de ces choses » du fait de la force égale des opposés. À partir de là, tout ce qui est proposé pour renverser notre position me semble être en désaccord avec ce que nous annonçons. 26e. Je n'ai pas de saisie et je ne saisis pas. 201. Et les expressions je n'ai pas de saisie et je ne saisis pas sont révélatrices d'un affect propre par lequel le sceptique se retient présentement de poser ou de rejeter l'un des objets obscurs de la recherche, comme cela est clair d'après ce que nous avons dit plus haut à propos des autres expressions. 27e. À tout argument s'oppose un argument égal. 202. Quand nous disons à tout argument s'oppose un argument égal, par tout nous entendons celui que nous avons parcouru. Nous ne parlons pas d'un argument au sens absolu, mais de celui qui établit quelque chose dogmatiquement, c'est-à-dire à propos de quelque chose d'obscur, et qu'il établit non pas dans tous les cas par le moyen de prémisse et d'une conséquence, mais par quelque manière que ce soit. Nous parlons d'égal relativement à la conviction et à l'absence de conviction. Nous employons s'oppose à la place de entre en conflit en général, et nous sous-entendons à ce qu'il me semble. 203. Quand donc je dis à chaque argument s'oppose un argument égal, je dis implicitement ceci. À tout argument sur lequel a porté ma recherche, qui établit quelque chose dogmatiquement, il me paraît que s'oppose un autre argument établissant quelque chose dogmatiquement égal au premier quant à la conviction et à l'absence de conviction. De sorte que proférer ce discours n'est pas dogmatique, mais annonce un affect humain qui apparaît à celui qui l'éprouve. 204. Certains aussi énoncent l'expression ainsi. À tout argument opposé, un argument égal, soutenant sous une forme impérative ceci, à tout argument établissant quelque chose dogmatiquement, opposons un argument qui sert à une recherche dogmatique égale en ce qui concerne la conviction et l'absence de conviction, et en conflit avec lui. Pour adresser leur discours aux sceptiques, ils emploient l'infinitif opposé au lieu de l'impératif opposons. 205. Ils adressent cette injonction aux sceptiques pour éviter que, induit en erreur d'une manière quelconque par le dogmatique, il abandonne la recherche et qu'en agissant précipitamment, il échoue dans sa recherche de ce qui lui paraît être la tranquillité, laquelle, pensent les sceptiques, advient en même temps que la suspension de l'assentiment sur toutes les choses, comme nous l'avons suggéré plus haut. 28e. Règle concernant les expressions sceptiques. 206. Cela suffit concernant toutes ces expressions pour en traiter sous forme d'esquisse, d'autant plus qu'il est possible de parler du reste en partant de ce que nous venons de dire. En effet, en ce qui concerne toutes les expressions sceptiques, il faut comprendre au préalable que nous n'assurons pas qu'elles sont dans tous les cas vraies, puisque nous disons qu'elles peuvent être annulées par elles-mêmes, étant supprimées en même temps que ce à propos de quoi elles sont dites, comme les remèdes purgatifs. Non seulement éliminent des humeurs du corps, mais sont eux-mêmes expulsés avec les humeurs. 207. Cependant, nous posons aussi qu'elles ne sont pas employées par nous pour indiquer absolument les choses auxquelles elles s'appliquent, mais d'une manière indifférente et, si l'on veut, approximativement,
car il ne convient pas aux sceptiques de se battre sur les expressions, d'autant plus cela nous aide qu'on ne dit pas que ces expressions signifient quelque chose purement et simplement, mais qu'elles sont relatives et relatives aux sceptiques. 208. Outre cela, il faut se rappeler que nous n'utilisons pas ces expressions à propos de toutes les choses en général, mais à propos des choses obscures qui sont l'objet d'une recherche dogmatique, et que nous disons ce qui nous est apparent et n'assurons rien sur la nature des objets extérieurs. À partir de cela, je pense que tout sophisme dirigé contre une expression sceptique peut être renversé. 209. Puisque nous avons traité de la notion du scepticisme, de ses parties, de son critère, de sa fin et aussi des modes de la suspension de l'assentiment, que nous avons parlé des expressions sceptiques, nous avons mis en évidence le caractère distinctif du scepticisme. Nous pensons que la suite de cela est de parcourir brièvement la distinction qu'on peut établir entre lui et les philosophies voisines, afin que nous comprenions plus clairement la voie suspensive. Commençons par la philosophie héraclitéenne. 29e. Que la voie sceptique diffère de la philosophie d'Héraclite, 210. Que donc celle-ci diffère de notre voie est obvi. En effet, Héraclite se prononce dogmatiquement sur beaucoup de choses obscures, alors que ce n'est pas notre cas, comme on l'a déjà dit. Comme les partisans d'Élésidème disaient que la voie sceptique est un chemin vers la philosophie d'Héraclite, du fait que la thèse selon laquelle les contraires paraissent appartenir à la même chose, mène à la thèse qui veut que les contraires appartiennent effectivement à la même chose. Et comme les sceptiques disent que les contraires paraissent appartenir à la même chose, alors que les héraclitéens procèdent à partir de là jusqu'à la thèse qui lui appartienne effectivement, nous disons contre ceci que le fait que les contraires paraissent se rapporter à la même chose n'est pas un dogme des sceptiques, mais un fait qui tombe sous le sens non seulement des sceptiques, mais aussi des autres philosophes et de tous les humains. 211. Il est sûr, par exemple, que personne n'osera dire que le miel n'a pas d'action adoucissante sur les gens bien portants, ou qu'il n'est pas amer pour ceux qui ont un nictère, de sorte que les héraclitaires partent d'une préconception commune aux humains, comme nous le faisons nous-mêmes, et sans doute aussi les autres philosophes. C'est pourquoi, s'ils avaient tiré la thèse que les contraires ont le même substrat de l'une des formules sceptiques, comme toutes choses sont insaisissables, ou je ne détermine rien, ou une des formules semblables, peut-être auraient-ils établi ce qu'ils disent. Mais puisqu'ils ont des principes qui tombent sous le sens non seulement de nous-mêmes, mais aussi des autres philosophes, et des gens menant une vie ordinaire, pourquoi dirait-on que notre voie, plutôt que chacune des autres philosophies, ou que la vie ordinaire est un chemin vers la philosophie héraclitéenne, puisque nous avons tous recours à des matériaux communs. 212. Non seulement la voie sceptique n'œuvre jamais en faveur de la reconnaissance de la philosophie d'Héraclite, mais elle œuvre même contre elle. En effet, le sceptique rejette tout ce qui est affirmé dogmatiquement par Héraclite, comme étant affirmé précipitamment, s'opposant à la conflagration, s'opposant à ce que les contraires appartiennent à la même chose, et pour chaque dogme d'Héraclite, contestant sa précipitation dogmatique, répétant sans cesse « je ne saisis rien » et « je ne détermine rien », comme je l'ai dit plus haut. Et cela est en conflit avec les thèses des héraclitéens. Il est donc absurde de dire que la voie sceptique est un chemin vers la philosophie héraclitéenne. 30e. En quoi la voie sceptique diffère de la philosophie de Démocrite? 213. Mais on dit aussi que la philosophie démocritéenne a quelque chose de commun avec le scepticisme, puisqu'elle semble se servir des mêmes matériaux que nous. En effet, à partir du fait que le miel paraît doux à certains et amer à l'autre, on dit que Démocrite infère qu'il n'est ni doux ni amer, et de là invoque l'expression « pas plus » qui est sceptique. Les sceptiques et les partisans de Démocrite utilisent néanmoins l'expression « pas plus » différemment. Ceci en effet l'applique à l'inexistence des deux membres de l'alternative, alors que nous l'appliquons au fait d'ignorer si l'une quelconque des choses apparentes possède ces deux propriétés ou aucune des deux. 214. De sorte que sur cela aussi nous différons. Mais la distinction la plus obvie apparaît quand Démocrite dit « en fait les atomes et le vide ». Il dit en fait à la place de « en vérité ». Et il diffère de nous quand il dit qu'en vérité les atomes et le vide existent. Même s'il part de l'irrégularité des choses apparentes, je pense qu'il est superflu de le dire. 31e. En quoi le scepticisme diffère du cyrénaïsme? 215. Certains soutiennent que la voie cyrénaïque est la même chose que le scepticisme, puisque, dit-on, pour cela, seuls les affects sont saisis. Elle en diffère pourtant, puisqu'elle dit que le plaisir, c'est-à-dire le mouvement égal de la chair, est la fin, alors que pour nous, c'est la tranquillité, laquelle s'oppose à leur fin.
Et en effet, que le plaisir soit présent ou non, le trouble demeure pour celui qui assure que le plaisir est fin, comme nous l'avons inféré dans le chapitre sur la fin. Ensuite, nous suspendrons notre assentiment dans la mesure où il s'agit du raisonnement portant sur les objets extérieurs, alors que les cyrénaïques affirment qu'ils ont une nature qui est insaisissable. 32e. En quoi le scepticisme diffère de la voie protagoréenne? 216. Et d'après Protagoras, aussi, l'être humain est la mesure de toute réalité. Pour les étants, mesure de leur existence. Pour les non-étants, mesure de la non-existence. Il appelle mesure le critère et réalité des choses, de sorte qu'il dit implicitement que l'être humain est le critère de toute chose, du fait qu'elles sont pour celles qui sont, du fait qu'elles ne sont pas pour celles qui ne sont pas. Et voilà pourquoi il pose seulement ce qui apparaît à chacun, et de cette manière il introduit le relatif. 217. C'est pourquoi il semble qu'il y ait quelque chose de commun avec les pyrrhoniens. Mais il en diffère, et nous verrons la différence quand nous aurons exactement expliqué ce que Protagoras pense. Il dit que la matière est fluente, et puisqu'elle s'écoule continuellement, des additions ont lieu pour remplacer des pertes, et que l'ordre des sens subit des modifications et des altérations selon l'âge et les différentes constitutions des corps. 218. Et il dit aussi que les formes des choses apparentes subsistent dans la matière, de sorte que la matière peut, dans la mesure où cela dépend d'elle, être tout ce qu'elle paraît être à tout le monde. Les humains saisissent les diverses choses à différents moments selon leurs différentes dispositions. Celui qui est dans un état naturel saisit dans la matière ce qui peut apparaître à ceux qui sont dans un état naturel, alors que celui qui est dans un état contre nature saisit ce qui apparaît à ceux qui sont dans un état contre nature. 219. Dès lors, le même argument s'applique à l'âge, selon qu'on dort ou qu'on est éveillé, et selon chacun des aspects des constitutions. Ainsi, selon lui, l'être humain est le critère des étangs, car toutes les choses qui apparaissent aux êtres humains existent aussi, et les choses qui n'apparaissent à aucun être humain n'existent pas. Nous voyons donc qu'il dogmatise à propos de la matière fluente, de la présence en elle, des formes, de toutes les choses qui apparaissent, toutes les choses obscures et pour lesquelles nous suspendons notre assentiment. 33e. En quoi le scepticisme diffère de la philosophie académique? 220. Mais certains disent que la philosophie académique est la même chose que le scepticisme. C'est pourquoi on pourrait à la suite examiner aussi ce point. Il y a eu, ce que disent bon nombre de gens, 3 académies. L'une, la plus ancienne, celle des partisans de Platon. La deuxième, la moyenne, celle des partisans d'Arcésilas, l'élève de Polémon. La troisième, la nouvelle, celle des partisans de Carnéade et de Clitomaque. Certains en ajoutent une quatrième, celle des partisans de Philon et de Charmidas. D'autres encore et ajoutent même une cinquième, celle des partisans d'Antiochus. 221. Voyons donc en quoi les philosophes que nous venons de citer diffèrent de nous, en commençant par l'ancienne académie. Pour ce qui est de Platon, les uns ont dit qu'il était dogmatique, d'autres qu'il était aporétique, d'autres qu'il était d'un certain point de vue aporétique et d'autres dogmatique. En effet, dans ces dialogues d'exercice dans lesquels Socrate est introduit, soit comme jouant avec ses interlocuteurs, soit comme combattant les sophistes, on dit qu'il a ce caractère distinctif d'être à la fois adepte de l'exercice et aporétique, mais qu'il est dogmatique là où il fait des affirmations sérieuses par l'intermédiaire de Socrate, de Timée ou de quelqu'un du même genre. 222. À propos de ceux qui affirment qu'il est dogmatique, ou qu'il est dogmatique d'un certain point de vue et aporétique d'un autre, il serait superflu de dire présentement quelque chose, car ils sont d'accord sur la différence qu'ils présentent avec nous. Quant à savoir s'il est purement et simplement sceptique, nous en traitons plus longuement dans nos recueils, mais nous le déterminons ici sous forme d'esquisse contre Ménodote et Énésidème, car ce sont ceux qui soutiennent le mieux cette position. Quand Platon fait des affirmations sur les idées, sur le fait qu'une providence existe, ou sur le fait qu'une vie virtueuse est préférable à une vie de vice, en donnant son assentiment à ces choses, en les considérant comme existantes, il dogmatise, et s'il les prend comme plus plausiblement existantes, puisqu'elles donnent la préférence à quelque chose du point de vue de la conviction ou de l'absence de conviction, il s'éloigne du caractère distinctif du scepticisme. Que cela aussi, en effet, nous soit étranger, c'est obvi, d'après ce qui a été dit plus haut. 223. Et même si Platon lui aussi s'exprime de manière sceptique, quand, comme ils le disent, il se livre à l'exercice, il ne sera pas sceptique pour cela, car dogmatiser sur un seul point, ou donner la préférence à une impression sur une impression en général concernant la conviction ou l'absence de conviction à propos d'une chose obscure, c'est le caractère distinctif du dogmatique. Le dogmatique comme le montre Timon, par ce qu'il dit de Xénophane. 224. Car bien qu'il loue Xénophane, en maint endroit, au point de lui avoir dédié des cils,
il a montré se lamentant en disant « Ah, si moi aussi j'avais eu part à la pensée perspicace, regardant des deux côtés, mais je me suis engagé dans une fausse route, vieillard complètement privé de toute recherche, car où que j'ai dirigé mon esprit, tout s'est résolu dans un tout unique et identique, et tout existant toujours entièrement tiré vers une nature unique et semblable où il s'arrête. » Pour cela, il appelle demi-modeste et non pas modeste achevé, en disant Xénophane demi-modeste, censeur des tromperies homériques, qui a forgé un Dieu séparé des hommes, en tout égal à lui-même, immobile, impassible, puis plus spirituel que l'esprit. Il le dit demi-modeste, parce que modeste en partie censeur des tromperies homériques, parce qu'il détruit la tromperie chez Homère. 225. Xénophane a soutenu dogmatiquement une opinion qui va contre les préconceptions des autres humains, à savoir que le tout est un, que le Dieu est confondu avec toute chose et qu'il est sphérique, impassible, immuable et rationnel. Compte tenu de cela, il est facile de montrer la différence entre Xénophane et nous, mais de plus il est obvi, à partir de ce qui a été dit, que même si Platon est aporétique sur certains points, puisqu'il apparaît que dans certains cas, soit il fait des affirmations sur l'existence des choses obscures, soit il donne la préférence à des choses obscures en ce qui concerne la conviction, il ne saurait être sceptique. 226. Les membres de la Nouvelle Académie, même s'ils disent que toutes les choses sont insaisissables, diffèrent sans doute des sceptiques, d'abord justement en disant que toutes les choses sont insaisissables. En effet, ils assurent cela alors que le sceptique s'attend à ce qu'il soit possible que telle chose soit saisissable. Ensuite, de manière obvie, dans la distinction des biens et des maux, car les académiciens ne disent pas que quelque chose est bon ou mauvais à la manière dont nous le faisons, mais avec la conviction qu'il est plus plausible que ce qu'ils disent être bon le soit réellement, plutôt que son contraire. Et de même pour le mauvais, alors que nous ne disons pas que nous estimons quelque chose de bon ou mauvais avec l'idée que ce que nous avançons est plausible. Mais sans soutenir d'opinion, nous suivons les règles de la vie de tous les jours pour ne pas rester inactifs. 227. Nous nous disons que les impressions sont égales du point de vue de la conviction ou de l'absence de conviction, pour autant que cela découle du raisonnement, alors que disent pour les uns sont plausibles et les autres, pour les unes sont plausibles et les autres non plausibles. Et parmi les plausibles, ils disent qu'il y a des différences, ils pensent que les unes sont réellement plausibles, d'autres plausibles et examinées, d'autres plausibles examinées plusieurs fois et indubitables. Par exemple, si dans une pièce obscure une corde se trouve disposée d'une certaine manière, pour celui qui entre brusquement, une impression simplement plausible vient de cet objet, comme si elle venait d'un serpent. 228. Mais pour celui qui a promené un regard circonspect et a examiné ses caractéristiques, savoir qu'il ne bouge pas, à une certaine couleur et de même pour chacune de ses différentes propriétés, l'objet apparaît comme une corde, selon une impression qui est plausible, et examinée plusieurs fois. L'impression qui est en plus indubitable est ainsi. On dit qu'Héraclès avait sorti Alceste, qui était morte, de l'Hadès, et l'avait montré à Admète, lequel reçut une impression d'Alceste simplement plausible et examinée plusieurs fois. Mais comme il savait qu'elle était morte, sa pensée a été détournée de l'assentiment et inclinée à l'absence de conviction. 229. Les membres de la Nouvelle Académie préfèrent l'impression plausible et examinée plusieurs fois à l'impression simplement plausible. Et à ces deux-là, ils préfèrent l'impression plausible examinée plusieurs fois et indubitable. Même si les académiciens et les sceptiques disent avoir été persuadés de certaines choses, la différence entre ces philosophes n'en est pas moins obvie. 230. Car être persuadé est employé différemment. C'est d'une part ne pas résister, mais suivre simplement sans forte inclination ni penchant, comme on dit, qu'un enfant est persuadé par son pédagogue. Mais c'est parfois donner son assentiment à quelque chose selon une volonté ferme à la suite d'un choix, et en quelque sorte d'une sympathie, comme on dit, d'un prodigue, et persuadé par celui qui prise un mode de vie dispendieux. C'est pourquoi, puisque les partisans de Carnéade et de Clitomachre disent qu'ils sont persuadés par une forte inclination et que quelque chose peut être plausible, alors que nous-mêmes disons céder simplement sans penchant sur ce point, aussi nous différons d'eux. 231. Mais nous différons aussi de la Nouvelle Académie sur ce qui conduit à la fin, car les hommes qui affirment se conformer à sa doctrine ont recours au plausible au cours de leur vie, alors que nous-mêmes vivons sans soutenir d'opinion en suivant les lois, les coutumes et nos affects naturels. Et nous en dirions plus sur cette distinction si nous ne visions pas la concision. 232. Sans doute Arcésilas, dont nous avons dit qu'il fut le chef et le fondateur de la Moyenne Académie, me semble-t-il tout à fait partager les doctrines avec les Pyrrhoniens, de sorte que sa voix et la nôtre n'en font presque qu'une.
En effet, on ne le trouve ni en train d'affirmer quelque chose sur l'existence ou la non-existence d'une chose, ni en train de donner sa préférence à quelque chose sur autre chose du point de vue de la conviction ou de l'absence de conviction. Mais il suspend son assentiment surtout. Et pour lui, la fin est la suspension de l'assentiment à laquelle nous avons dit que s'ajoute la tranquillité. 233. Il dit aussi que la suspension de l'assentiment sur des cas particuliers est une bonne chose et l'assentiment sur des choses particulières une mauvaise chose. À moins qu'on affirme que nous disons ces choses selon ce qui nous apparaît et sans rien assurer, alors que lui les avançait en référence à la nature des choses, de sorte qu'il soutenait que la suspension de l'assentiment est une bonne chose et l'assentiment une mauvaise. 234. Et s'il faut ajouter foi à ce qui est dit de lui, on prétend qu'à première vue il paraissait être pyrrhonien, mais qu'en vérité il était dogmatique. Et comme il avait coutume de mettre à l'épreuve ses compagnons par sa méthode aporétique, pour voir s'ils étaient naturellement aptes à recevoir les dogmes platoniciens, on était d'avis qu'il était aporétique, mais au plus naturellement apte de ses compagnons, il livrait les thèses de Platon. De là ce que Ariston disait de lui, Platon par devant, Pyrrhon par derrière, Diodore au milieu du fait qu'il se servait de la dialectique à la manière de Diodore et qu'il était ouvertement platonicien. 235. Les partisans de Philon disent que pour autant qu'on s'appuie sur le critère stoïcien, c'est-à-dire l'impression cognitive, les choses sont insaisissables, mais pour autant qu'on considère la nature des choses elles-mêmes, elles sont saisissables. Mais par ailleurs, Antiochus a introduit le stoïcisme dans l'académie, de sorte qu'on dit à son propos qu'il a fait de la philosophie stoïcienne dans l'académie. Il s'efforça en effet de montrer que les dogmes des stoïciens se trouvent chez Platon, de sorte que la différence entre la voie sceptique et les académies, dites 4e et 5e, est obvie.